nous sommes à une ère où l'entrepreneuriat est devenu un effet de mode. Un effet de mode, ça fait qu'on s'y lance avec où sont les bonnes armes, avec où sont le bon état d'esprit, avec où sont les moyens financiers qu'il faut normalement avoir. Je ne dis pas qu'il faut être riche, mais il faut un minimum. D'accord. Si on fait les beignets, si on vend les beignets, il faut quand même avoir de quoi acheter la farine, de quoi acheter une bassine, de quoi acheter 2-3 casseroles. Voilà. Donc c'est quand même le minimum. Donc parfois le minimum c'est 50 000. Parfois ça peut être 500 000, ça peut être 5 millions en fonction de ce qu'on voudrait faire. Mais ce que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que la femme africaine aujourd'hui est à la croisée des chemins. Ouais. Et l'entrepreneuriat qui était une option il y a une trentaine d'années devient de plus en plus la marche à suivre, devient de plus en plus la chose à faire. D'accord. Dans la mesure où vous savez très bien qu'aucun gouvernement au monde, aucun État au monde ne peut employer tous ses citoyens. Aucun. Vous aurez toujours des fonctionnaires, vous aurez des contractuels qui ne représenteront jamais plus de 5% de la population d'un pays. Alors on dit qu'il y a 95% ou 80% qui devra soit travailler dans le secteur privé, soit s'auto-employer à travers l'entrepreneuriat. Et cela dit, l'entrepreneuriat est donc devenu quelque chose de très pertinent. Et malheureusement, dans notre continent, le continent africain, bien pas sûr, le continent camerounais, le continent africain connaît une situation encore déplorable. C'est-à-dire que beaucoup de femmes africaines n'ont pas encore intégré que l'entrepreneuriat pouvait être un moyen pour elles d'affirmer leur leadership social et en même temps devenir des actrices économiques de premier rang. Elles continuent, dans la plupart des cas, elles continuent à faire recours à l'entrepreneuriat comme étant une option temporaire, comme étant un pis-aller, comme étant ce qu'on peut faire en attendant de trouver mieux. Certains le font en attendant de trouver un emploi stable, d'autres le font en attendant d'avoir une meilleure situation. Et certaines même font l'entrepreneuriat juste pour gagner en visibilité, afin de trouver un conjoint. Ce sont les réalités parce que je les côtoie au quotidien. D'accord. Et donc, il est question aujourd'hui, pour la femme africaine, comme ça se passe ailleurs, de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas un passe-temps. L'entrepreneuriat n'est pas ce qu'on fait parce que depuis 5 ans, on n'a pas d'emploi. Lorsque vous basculez dans l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas d'emploi, alors vous risquez de considérer cela comme étant un passe-temps. Et qui dit passe-temps dit loisir. Et qui dit loisir dit très peu d'investissement, dit pas de détermination à aller de l'avant, dit plutôt des décisions provisoires. Or, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, espérer avoir des résultats, tout en pensant que c'est une activité secondaire ou un passe-temps. Et donc, pour donc arriver à un entrepreneuriat professionnel de la part des femmes africaines, il faut qu'elles développent un certain type de leadership. D'accord. C'est-à-dire qu'elles commencent par comprendre que l'activité entrepreneuriale dans laquelle elles se lancent est une affirmation et une expression de leur talent. D'accord. C'est l'expression de leurs valeurs. C'est leur façon à elles de contribuer au développement socio-économique de leur continent, qui est le continent africain. Alors, pris sous cet angle-là, on comprend donc
les femmes qui s'engagent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, le feront avec beaucoup plus de sérieux et vont choisir des domaines dans lesquels elles vont se lancer avec minutie et parcimonie. D'accord. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On assiste à beaucoup de... C'est un peu comme le one-man show. C'est-à-dire qu'on se lance sans conviction, sans étude de marché. On se lance parce qu'on voudrait avoir une certaine visibilité sur la toile. Et comme la toile est devenue le marché public, tout le monde voudrait avoir de la visibilité. On ne se demande pas, est-ce que mon activité est rentable? Est-ce que mon activité me permet de soutenir ma famille, c'est-à-dire mon conjoint ou bien mes enfants? Ouais. Ou alors, est-ce que j'arrive à m'épanouir dans mon activité entrepreneuriale? Parce que quand on parle de leadership, c'est d'abord la capacité à pouvoir s'auto-déterminer. C'est la capacité à pouvoir s'épanouir dans ce qu'on fait. D'accord. C'est la capacité à pouvoir prendre des décisions qui vont contribuer à notre bien-être. Or, souvent, on voit des femmes africaines, soit par ignorance, parfois c'est par ignorance qu'elles le font, hein, mais elles vont passer du temps dans une activité qui ne rapporte rien. Et vont plutôt aller chercher l'argent pour leur épanouissement ailleurs. Alors, si donc on peut consacrer du temps, 8 heures de son temps tous les jours à une activité qui ne rapporte pas, et qu'on soit plutôt en train d'aller chercher de l'argent ailleurs, ça ne sert donc à rien. On n'est pas un leader. Un leader sait qui il est, il sait où il va, et il sait comment rassembler les moyens pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, on devrait passer de l'entrepreneuriat artisanal, l'entrepreneuriat de dépannage, l'entrepreneuriat temporaire à un entrepreneuriat professionnel. Et vous savez comme moi que lorsqu'on dénombre le nombre d'entrepreneurs dans une ville comme Douala, d'après les sondages réalisés par Logicam, c'est environ 70% de femmes. Parce que les femmes sont souvent dans des petits métiers, sont parfois dans l'entrepreneuriat à petite échelle. Ça fait donc qu'elles sont facilement plus nombreuses que les hommes. Parce que parfois les hommes, ils ont des idées un peu plus... ils veulent attaquer parfois des secteurs un peu plus porteurs. Et donc où il y a forcément besoin de mobiliser un peu plus de sous. Oui, mais les femmes aussi, en général, elles craignent encore d'aller de ce côté-là. Peut-être qu'elles vont dans le sens où elles craignent, d'où le terme entrepreneuriat artisanal. Artisanal, oui. Ok. Quand par exemple vous allez dans des foires au Cameroun, vous allez voir que sur 70% des TPE, c'est les femmes. Parce qu'elles font du savon, elles font de l'huile, elles font du miel, elles font des denrées alimentaires. Et parfois, elles le font sans conviction. Parce qu'elles ne sont pas convaincues de leur potentiel. Elles ne sont pas convaincues de leur capacité à passer de l'entrepreneuriat artisanal à l'entrepreneuriat industriel ou professionnel. Donc, le fait déjà qu'elles ne croient pas en elles fait qu'on ne les prend pas au sérieux, d'un. Et de deux, elles ne peuvent pas développer leur activité. Parce qu'on ne peut développer son activité que si on croit en son rêve. Que si on est sûr d'avoir pris la bonne décision, ou tout au moins si on veut vivre pleinement de son activité. Lorsqu'on se dit c'est un passe-temps, lorsqu'on se dit bon, je le fais en attendant de trouver un emploi, alors on le fera jamais avec beaucoup de détermination. Vous avez vu par exemple des femmes qui vont faire les beignets pendant 10 ans. Oui. Et tous les 6 mois, elle paie son capital. Et tous les 6 mois, elle doit faire recours à la famille pour pouvoir renouveler. Et donc, elle fait les beignets pendant 6 mois après, quand le capital est perdu. Après 6 mois, elle revient. Et donc, c'est pas constant. Alors que si elle décide dès le départ de devenir un entrepreneur professionnel, c'est-à-dire qu'elle va se dire, d'accord, j'ai besoin de combien? Maintenant, comment est-ce que mon capital peut grandir tous les mois
ou tous les 6 mois ou chaque année. De sorte que les beignets que je fais aujourd'hui, que dans 5 ans, que je fasse toujours des beignets, mais d'une autre façon, peut-être de manière industrielle. Peut-être que je devrais employer des gens. Bref, avoir de la continuité dans ce qu'on fait. Parce que la vision d'un entrepreneur, au départ, ça peut être une vision minimale. Mais le fait que l'activité prenne de l'ampleur, l'entrepreneur peut voir un peu plus grand et peut décider de passer à une autre étape. Je ne vous apprends rien, dans la ville de Douala, Yaoundé, il y a un groupe de jeunes qui a décidé de faire les beignets d'une autre façon. Et aujourd'hui, leur beignet porte un label. Oh, wow. Et j'aime bien aller là-bas manger des beignets de temps en temps. Je ne veux pas... Non, ils n'ont pas payé pour faire la pub. Les connaisseurs savent de qui. Beignets haricots. Voilà. Et donc, voilà comment on peut arriver à labelliser son produit. Alors aujourd'hui, on encourage les femmes à rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais sauf que lorsque certaines d'entre elles rentrent, c'est avec la mentalité c'est du provisoire. Ce n'est pas du définitif. Je ne suis pas sûr que je pourrais vivre de mon activité. Alors, quand déjà une femme se lance dans une activité entrepreneuriale et qu'elle pense qu'elle ne peut pas vivre de son activité, comment voulez-vous qu'elle agrandisse? Comment voulez-vous qu'elle passe à une étape industrielle? Elle ne pourra pas. Parce qu'elle est persuadée que le poisson qu'elle braise ne peut pas dépasser le niveau qu'elle s'est fixé. Alors qu'on peut très bien commencer à braiser le poisson devant sa porte, et puis après ouvrir un restaurant dans 2 villes, dans 3 villes, et créer un label qui vous permet de vendre le meilleur poisson braisé dans la ville, dans le pays, et après sur le continent. Donc, il est question pour les femmes africaines qui se lancent dans l'entrepreneuriat de se dire et de penser qu'elles peuvent en faire une activité pérenne qui va non seulement leur donner de l'emploi à elles et aux membres de la famille, parce que souvent on débute l'entrepreneuriat à pas moi que j'emploie, c'est-à-dire que mon frère va m'aider, ma fille ou bien mon fils va m'aider, mais jamais de manière professionnelle, alors qu'on peut arriver à employer son fils, lui payer un salaire, employer son frère, lui payer un salaire, employer son père ou sa mère et payer des salaires. J'ai un ami indien qui vit à Douala, qui a des magasins, et dans l'un des magasins, il emploie son père. Son propre père, il l'emploie, il lui paye un salaire. Et son père travaille comme un employé. Il reçoit un salaire à la fin du mois. Donc, voilà comment l'entrepreneuriat peut évoluer. Mais pour que ça évolue à ce niveau-là, il faut que les femmes africaines affirment leur leadership. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut se débrouiller, entre guillemets, parce qu'on veut joindre les 2 bouts. Non, parce que c'est une aventure professionnelle dans laquelle on veut se lancer et on l'embrasse avec tous les défis, tous les écueils, et on va de l'avant. Francis, are you sure, is it really advisable to put a family member at the helm of your business? Is business really going to progress? Because we're told that in order for your business to move forward, you avoid any involvement, like anything that will get any of your family members involved in your business. I'm saying based on the fact that you just give an example of a friend that has a business and has employed the father and is paying the father monthly. Yes. Now, another question I want to ask you is, okay, we'll talk of how to help African women develop entrepreneurial skills, like in the African context. Now, I want to ask this question based on the fact that we know there are some African countries or cultures, even in Cameroon, where they'll always tell you that a woman is not even supposed to do anything. That's their culture. I want to use that, like woman's place is supposed to be in a kitchen. Now, how can these men or women get into entrepreneur? How can they be entrepreneurs without necessarily going against their cultures? Okay, let's start with the very first question.
employing family members, employing siblings has never been an issue in business environment, except your siblings are not conscious of the stakes. I'll go by my personal example. Okay. Years ago, I employed my sister. Oh, okay. I employed one of my sisters, who was my deputy manager. Okay. In charge of marketing. After her, I employed another one who was my personal assistant. After that one, I employed another one who was a teacher in my training center. Wow. Yeah. And I never had problems with my sisters because they were my employees. Never. Okay. And along the way, I also employed my cousins. At some point, I employed 2 or 3 of my cousins, and who were doing very well. And I never had issues with them. They were paid like all the other employees. Just because when I employed them, I didn't employ them on the basis of the fact that they were my cousins or my sisters. There was a job opening. Okay. There was a job opening, and my sisters, the 3 sisters that I employed over the years, from the first to the 3rd sister that I employed, they were professional enough. Okay. They met the job criteria, and they were able to perform, and they performed like any other employee. And I think I was even more strict with them because I put some pressure on them because I wanted them to outperform, and that's what they did. And so, if your sister or your brother happens to have the skills, employ them. Just that while they are being employed, they should behave like employees. They don't behave like your brothers or your sister. No. If they want to behave like brother and sister, they do that at home. But while they are at the office, they behave like any other employee. Okay. My sisters were on the payroll. My sister, everything that other employees did, my sister did. And I remember that my first sister that I worked with for 2.5 years, she's the one who brought me the best contracts in my business. Wow. She brought me the best contracts. She helped me to treble my turnover. Those who are watching me and who know who I'm talking about can testify. Yes. Okay. So the problem step in when the sibling is not qualified, 1. And 2, the sibling does not want to respect the company procedures. Okay. It doesn't matter whether you are my sister or my brother, you are paid as everybody is. You are on the payroll. You are entitled to a salary. You don't get any advance because you are my brother or my sister. You don't take permission because you are my brother or my sister. So no. Voila. You take permission like any other employee. There is no privilege attached to the fact that you are related to me. So as soon as people understand that, then you can move on. If my mother was not the age she is today, I could have employed my mom. I have no problem with that. With me employing my mom, or me employing my dad, or me employing an uncle, as long as the uncle or the dad knows the boundaries. When you are at work, you don't call me and I say dad. No. You refer to me as sir. Sir. As long as you can go along with that, there's no problem. That's it. So there's no problem with people employing the siblings as long as the siblings respect procedures and the work contract. Whether you are my sister or not, you are entitled to a work contract like everybody. Full stop. Now, in our culture, unfortunately, people tend to mix up things. Yes. People believe that because you are the CEO's uncle, you're entitled to a special salary with special bonuses. It doesn't work that way. If you cannot perform, then you're kicked out. And I remember that I have a friend of mine who employed his cousin, and the cousin was underperforming.
Wow. And when they came to me asking me, Francis, what can I do? I said, well, if he cannot perform, fire him. And at some point, he was forced to fire his cousin. Wow. Yeah, as simple as that. So my Indian friend, he employs his dad has been working for him for like the past 15 years, and everything is fine. Everything's fine. Yeah. Okay. Second question. Yeah. So the next one, can you remind me the second question? I was asking that when we talk of the African context, now we know that in Cameroon there are some cultures that yes. Okay. We live in a world where things are evolving, and so we have sometimes to think very clearly and ask ourselves: Is my culture helping me to go forward, or is it keeping me backward? There are some aspects of our cultures that today we can get rid of because they are not helping us to move forward. They're not empowering us. Today we live in a very competitive world where we have globalization, where somebody from China can come and sell in Douala without any restrictions. And so if we still maintain some aspects of our culture which do not empower us, but to the contrary limit us, we may never develop. A culture where the woman is supposed to be just in the kitchen, this is a disempowering culture. Yes. Because today, girls go to school. So you can't send you the father, you cannot afford to send your daughter to school. She graduates with a bachelor degree or a master degree, and then you accept that she goes into marriage just to end up in the kitchen. So why did she go to school? And I think today, in all regions of Cameroon, people have understood that girls ought to go to school. Girls deserve education. Because when a girl is educated, whether she's employed or not, she can be an entrepreneur. She can fetch for herself. And by fetching for herself, she's going to be a more autonomous woman. And when a woman is autonomous, we all know that is a very good thing for a woman to be autonomous. So those cultures where women are believed to be useful in the kitchen, I think I have friends from all regions of Cameroon, and increasingly what they tell me is that we are shifting from this culture, because sometimes those aspects of the culture are dictated not by the culture itself, but by some people who want to maintain the woman in this lower social class. Today, a woman can be an entrepreneur and not necessarily go out of the house. Some women have their shops. The shops is in front of the house. Some women work online. They have the business online. So, in some aspects, it is the men who are afraid, who are scared to allow the wives to go out of the house to do business. Voilà. In that case, both spouses should discuss and look for a solution. Today, with online business, you don't need to own a shop out of your house. Your laptop is your best working tool. So, increasingly, we have such opportunities for women who can easily take care of their home and their business. You also have opportunities where people do placement. For example, you have a woman who has trained housemaids, and people get in contact with her for her to place housemaids in their houses. For this, you don't need. Yeah, so you have a variety of options. So, but being blocked by the culture is not a good thing, because today around the world, girls go to schools. Go to school, they graduate, and nobody wants to send his daughter to school and hear tomorrow that she's just a housewife, spending 24 hours 7 at home in the kitchen. Nobody wants that. Nobody wants that. And it would be very unfair for some men to impose that
on some women, while they would not accept their own daughters to go through this nasty experience. Voilà, oui, vas-y, tonton. Je voulais savoir, monsieur Eled, qu'est-ce qui limite l'entrepreneuriat chez les femmes? Le premier problème, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, malheureusement, parce que je travaille avec elles dans les réseaux de femmes entrepreneurs, et très souvent, le problème qui revient, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire qu'elles se lancent sans conviction. Elles se lancent en se disant, je vais juste me débrouiller. Je vais juste tout faire pour avoir de quoi payer mon loyer à la fin du mois. Vous voyez, quand vous commencez par limiter votre vision entrepreneuriale, forcément, votre activité sera limitée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les sociétés africaines sont constituées de telle sorte que l'homme a tendance à avoir plus de pouvoir et à avoir la main mise sur la femme. À telle enseigne que souvent, la femme a besoin du soutien et de la validation de son conjoint pour se lancer dans une activité entrepreneuriale. Alors qu'à l'inverse, l'homme, lui, il est libre. L'homme, lui, peut décider de faire ce qu'il veut sans avoir besoin d'en parler avec son épouse ou avec sa conjointe. Or, la femme, très souvent, elle est tenue de consulter son conjoint afin de prendre une décision comme celle de pouvoir entreprendre. Et puis, en troisième lieu, c'est un peu sociologique. C'est-à-dire que on a l'impression que la femme africaine est plus attentiste. Elle est plus dans l'attente de l'homme va pouvoir à mes besoins. Et malheureusement, certaines de ces femmes-là s'inspirent même des livres sacrés. Certaines vont citer la Bible pour vous dire que la Bible demande qu'elle dirige ses besoins. Vos désirs seront portés vers la femme, vers l'homme. Vers l'homme, voilà. Vous voyez, les désirs se porteront vers l'homme. Voilà. Et ça, c'est une interprétation erronée de la parole de Dieu, de la Bible, si vous voulez. Parce que, en même temps, les sociétés dans laquelle cette Bible-là trouve son origine, vous trouverez que là-bas, les femmes sont très émancipées, que les femmes sont autonomes et qu'elles travaillent dur. Alors en Israël, vous allez voir que les femmes travaillent, les femmes sont instruites, les femmes ne comptent pas sur les hommes. Mais pourquoi est-ce que nous, on va s'appuyer sur ce même livre-là, pour dire que la femme doit attendre tout de l'homme? Donc, voilà un aspect sociologique qui est tout aussi pesant, parce que il est coutume en Afrique de dire à la fillette, à la petite fille qui grandit, écoute, il faut être belle et il faut apprendre à faire la cuisine parce que demain, tu trouveras un mari et il faudra que tu lui fasses à manger. Donc, en le disant, la mère ou la grande sœur ou la tante qui le dit n'est pas consciente des dégâts incommensurable qu'elle est en train de crier dans la tête de l'enfant. Parce qu'elle est en train de dire à l'enfant que tu dois t'affirmer comme épouse. Tu n'existeras demain que si tu es marié à un homme pour qui tu feras de la cuisine. Vous voyez, ça c'est extrêmement réducteur et c'est dévastateur. Et donc la petite fille va grandir et puis dans son subconscient, elle va penser qu'elle doit plaire à un homme, elle doit être validée par un homme afin de devenir une femme que la société va respecter et considérer. Donc, quand vous prenez donc tous ces détails-là, vous vous rendez compte que dans le subconscient de la femme africaine, il y a déjà comme une gangrène dont il faut se débarrasser. Il faut essayer déjà de la mener à penser différemment. Elle n'est pas là pour plaire à l'homme, elle n'est pas là pour se faire valider par l'homme, parce qu'aujourd'hui, les femmes vont à l'école, elles ont le même diplôme que les hommes, certaines arrivent à travailler dans les mêmes bureaux, dans les mêmes conditions professionnelles. Alors, il est donc temps que la femme se libère, que la femme commence à penser que je peux également réaliser, je peux faire des choses, je dois simplement avoir le courage, je dois penser grand,
Vous voyez, quand une femme, par exemple, passe toute sa vie à penser qu'elle ne peut faire que les beignets de 10-15 000 francs tous les soirs, alors qu'elle peut, après 6 mois, aller un peu plus loin. Mais c'est parce que parfois, elle ne croit pas en elle. Et comme elle ne croit pas en elle, sa vision du monde aussi est étriquée, est limitée. Non, ouais. On va revenir parce que justement c'est tellement intéressant et je me fais des films dans la tête. On va retrouver le Vox Pop, je ne sais pas si c'est bon, j'ai failli dire. Hein? Il ne dit pas encore. Mais c'est déjà là. C'est déjà là depuis. Bref, on va revenir sur le Vox Pop d'ici 1 ou 2 minutes. Le temps pour nous de prendre la question de tonton Calvin. Oui, merci, Mégane. Pendant que M. Herel parlait, j'ai eu... Est-ce que, M. Herel, vous pensez que si la femme se prend au même niveau que l'homme, est-ce que vous pensez que les choses iront encore normalement comme ça se doit? Et du coup, ça m'amène aussi à vous poser la question, quels sont vraiment les secteurs d'activité que la femme peut normalement faire et que... je ne sais pas, le foyer reste toujours un peu équilibré parce que si la femme entreprend au même niveau que l'homme, moi je pense, parce que tout à l'heure vous avez cité la Bible, que les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. La Bible est unique et la Bible reste actuelle et vraie. Vous pensez que si la femme entreprend au même niveau que l'homme, je m'excuse de rire, parce que justement c'est cette position-là, masculine, qui freine l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Ok. Le foyer. Le foyer, c'est l'affaire de 2 personnes. C'est l'affaire de l'homme et de la femme. Le foyer ne peut pas devenir uniquement l'affaire de la femme. Vraiment, homme africain, je vous interpelle. Frères camerounais, frères africains, je vous interpelle. Le foyer n'est pas l'affaire de la femme exclusivement. Le foyer, c'est nous deux. C'est l'homme et c'est la femme. Autant la femme doit consacrer du temps à la bonne marche du foyer, autant l'homme devrait aussi le faire. N'encourageons plus les hommes à être irresponsables, à passer tout leur temps à l'extérieur et ne rentrer que le soir pour dormir, sachant que madame a tout fait. Cette femme qui est à la maison n'est pas l'esclave du couple. Elle n'est pas la boniche. Non, pas ça. Parce que nous sommes des pères. Nous sommes des pères et parfois ce que nous infligeons aux sœurs des autres, on ne voudrait pas que cela soit répercuté à nos sœurs, encore moins à nos filles. C'est-à-dire qu'on voudrait que nos filles aient le pouvoir, que nos filles soient autonomes, mais on voudrait marcher sur les filles des autres. Non. Et comme dit une chanson ivoirienne, vraiment, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, Calvino, souffrons, nous les hommes de 2024, souffrons que la femme soit également un peu autonome. Voilà. Et il n'y a pas de secteur pour la femme. Il n'y a pas de secteur réservé à la femme et de secteur réservé pour l'homme. Merci beaucoup. Je connais une dame, je ne vais pas donner son nom ici, là, de peur qu'on ne pense que j'ai fait la pub, mais elle a été récemment présidente d'un club de football. Si vous voyez de qui je parle. Alors, elle dans un secteur d'activité où on se dit que ce sont les hommes qui devraient excéder. Et elle, aujourd'hui, dans le monde du football, elle évolue dans ce monde. Voilà. Alors, il n'y a pas de secteur réservé aux femmes, secteur réservé aux hommes. Elle n'est même pas d'ailleurs la seule, parce qu'elles sont deux. Voilà. La femme, de club. Voilà, la femme peut tout faire. La femme peut tout faire. La femme peut faire toute activité entrepreneuriale, comme l'homme aussi peut faire tout. Voilà. Allons retrouver le Vox Pop. On va retrouver le Vox Pop. C'est déjà bon? Je pense que celles qui tiennent les règnes, qui sont plus en vue, je veux dire, devaient penser à se consacrer aux choses utiles, qui peuvent réellement profiter au développement de l'entrepreneuriat de la femme africaine. Je veux faire allusion à celles qui importent, par exemple, les cheveux postiches, qui en réalité ne profitent pas, mais plutôt avilissent la jeunesse féminine africaine. Elles devraient se consacrer sur les choses plus importantes,
par exemple, encourager les jeunes filles à aller à l'école, parce que de plus en plus on fait la promotion de la déscolarisation, mais qui va permettre à les jeunes filles de réussir. Mais il serait difficile, parce que si il faut que les jeunes filles se focalisent sur ce qui ne leur sert pas, je ne pense pas que là, il faudrait qu'on redescende dans nos valeurs africaines. En fait, dans le contexte africain, il y a un souci. Il faudrait déjà qu'il y ait des séminaires de formation dans l'entrepreneuriat concernant les femmes et leur faciliter les crédits. Et il y a aussi, lorsqu'elles vont par exemple contracter un crédit, elles ont beaucoup de difficultés au niveau du gage. Il faut mettre en gage quelque chose en gage et c'est pas facile. Le temps de les périodes actuelles, les choses sont très difficiles financièrement et il va falloir vraiment que les pouvoirs publics mettent leurs mains pour celles qui veulent faire quelque chose dans l'entrepreneuriat et qu'elles aient ce soutien-là des pouvoirs publics. Oui, dans le contexte africain, pour encourager les femmes à devenir des leaders dans les affaires, en fait, il va falloir déjà d'une part les encourager déjà d'une manière financière, parce qu'il y a certaines dames qui ont des idées mais n'ont pas les finances, donc et aussi les amener aussi à s'insérer professionnellement, parce qu'il y a des dames qui cherchent déjà des emplacements, qui ne parviennent pas à avoir des emplacements, on les demande des fortes sommes d'argent pour acquérir des emplacements et ils n'en ont pas, donc il y a des fortes chances à développer en fait, en développant des finances, en favorisant l'insertion, en trouvant des emplacements stables. En Afrique, on a donné l'opportunité à toutes les femmes de pouvoir développer le leadership, quelle qu'en soit leur position sociale, où elles sont pauvres, où elles sont riches, on a donné la possibilité à tout le monde et que les gouvernements africains doivent financer ces femmes-là. Les gouvernements africains ne doivent pas seulement regarder ceux qui sont à leur côté. Les gouvernements africains doivent aller dans les sous-quartiers, chercher les femmes intellectuelles qui sont dans les quartiers, qui ne font rien, qui n'ont pas eu la possibilité de travailler, mais qui ont les capacités de développer le leadership africain. On a les dons qui sont cachés dans les sous-quartiers parce qu'on ne nous connaît pas. Nous ne sommes pas dans les familles où les gens sont bien. Mais dans les sous-quartiers, il y a les dons qui sont cachés. Dans l'entrepreneuriat. Ah, voilà, merci. Voilà, j'étais en train de dire ceci parce qu'il a dit quelque chose des femmes intellectuelles et puis ça coince un peu. Oui, ça coince. Et puis tu as l'impression que, justement, lundi on parlait des femmes sans cursus. Elles vont se sentir un peu lésées en se disant que l'entrepreneuriat n'est réservé qu'aux femmes qui sont parties à l'école. Elles qui ne sont pas... Même pas, parce que la plupart, même certaines sont parties à l'école, n'ont peut-être pas le niveau demandé dans certaines entreprises pour avoir le niveau scolaire requis, demandé dans des entreprises pour exercer. Bon, maintenant, Francis, tu disais tout à l'heure que les femmes, comment faire sortir de la tête des femmes que je me lance dans l'entrepreneuriat, pas comme un passe-temps favori, mais pas comme un passe-temps, ou bien pas parce que je n'ai rien à faire, mais que je dois prendre cette chose à cœur, que c'est quelque chose que je dois impacter aussi demain. Oui. Comment donc transmettre cela à ces femmes-là? Alors, il faut et ça, je l'encourage dans les séminaires pour femmes entrepreneurs, dans les séminaires pour femmes qui veulent partir du salariat pour l'entrepreneuriat. Je leur dis, il faut avoir une vision. Ne vous lancez pas par effet de mode. Voilà. Pas parce que ma copine vend des mèches brésiliennes ou bien des mèches péruviennes que je veux aussi le faire. Pas parce que ma copine vend de la nourriture. Et comme moi, je sais faire aussi à manger, je peux aussi vendre la nourriture. Alors, vous voulez faire un business. Ce business correspond à quoi? Ce business vous permet d'exprimer quel talent? Et ce business vient résoudre quel problème? Parfois, vous allez à un carrefour dans nos quartiers, vous voyez 5 femmes qui font les beignets. Elles sont alignées. Et elles font les mêmes beignets, les beignets de farine.
Et parfois, c'est même la même dimension de beignets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui va dire, bon, moi je vais faire les beignets soufflés, peut-être différentes, ou qui va dire que moi je vais faire, pas moi, des beignets à la farine de manioc. Ouais. C'est-à-dire qu'aucune valeur ajoutée. Elles sont là, elles sont saines, elles font la même chose. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat veut dire qu'on a réfléchi, on a observé la société et on s'est dit, moi je vais apporter une solution à tel problème. On a identifié le problème, on a vu les répercussions du problème parfois sur le comportement des individus et on s'est dit, moi je vais apporter une solution à ce problème. Par exemple, les gens parfois ont du mal à venir manger les beignets dans un, entre guillemets, tourne-dos. Un tourne-dos, oui. Alors, moi, je vais créer un emballage qui permettra aux gens de venir chez moi, acheter des beignets et puis aller les manger, par exemple, au bureau. Sans avoir besoin de prendre le papier de ciment ou bien de mettre dans un plastique. Parce que on sait que le plastique est nocif pour ça, c'est la santé. Les idées. Voilà. Et donc, on va faire des beignets mais avec une différence. Vendre de l'eau, par exemple, vous voyez des femmes elles sont là 10, elles vendent de l'eau, elles vendent là. Mais parfois, elles vont puiser au même endroit, elles ont les mêmes emballages. Aucune différenciation. Donc, l'entrepreneuriat doit être pensé. Il faut penser en amont à ce qu'on veut et penser en termes de solutions. Mon activité entrepreneuriale vient résoudre un problème. C'est tel problème, et voilà ma niche. Voilà. Mais lorsqu'on s'y lance, comme étant un passe-temps, je vais faire ça en attendant de trouver mieux. Ok, automatiquement, on va copier Esther, on va copier Blandine. Blandine fait les mèches péruviennes, moi aussi j'ai fait les mèches péruviennes. Blandine vend le jansan au marché. Je vais aussi vendre le jansan au marché, vraiment. Vous voyez, et là, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et là, on se plaint que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que on fait du copier-coller. Merci beaucoup, Francis Serrette. Il y a Stéphanie qui dit « J'ai vraiment besoin de coaching. Je n'arrive pas à détecter mon talent. Oui. J'ai vraiment besoin de coaching. » Mais malheureusement, elle est du côté de Yaoundé. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Alors, je serai à Yaoundé la semaine prochaine. Quel jour il faut Stéphanie, j'espère que tu nous regardes. Jeudi, vendredi. La semaine prochaine, je serai à Yaoundé. Alors, ça va se passer comment? Si elle est en contact avec moi, on pourrait prendre rendez-vous pour pouvoir discuter. Ça veut dire qu'on doit aller sur Facebook, peut-être? Oui. Sur Facebook, envoyer un message sur Facebook, Francis Serrette, parce que Francis lance une masterclass pour des femmes gratuitement. Alors, pour le mois de mars, voilà, gratuitement pour le mois de mars. Donc, comme Stéphanie, vous pouvez appeler. Et s'il y a Yaoundé jeudi et vendredi, alors c'est l'occasion pour vous d'aller lui écrire Francis Serrette sur Facebook, Messenger, vous lui envoyez un message. Je crois qu'il y a des propositions de messages. Il va lire et vous laissez votre contact et il vous accompagnera dans ce process-là. Ce sera quel jour? Jeudi, vendredi prochain, ce sera quel jour? Samedi, c'est déjà le 16, vendredi le 15, jeudi le 14. Jeudi le 14. 14 mars. Non. Dès la semaine prochaine. On entre dans le 26 et 27. Oui. Non, pas 27 et 27. 22, 23, un truc comme ça. Oui. Jeudi, 21, 22. Voilà. D'accord. Donc les 21 et les 22 mars, je serai à Yaoundé. Jeudi et vendredi. Alors, si vous me contactez directement par ma page Facebook, je pourrais répondre, ou bien par Messenger. Pour le moment, je ne donne à personne mon numéro de téléphone. Erette, can you spell the Erette? Because comme on a vu Francis Serrette. Le synthé est sorti. Sur ma page Facebook. Oui, voilà le nom. Envoyez-moi un message et je répondrai. Et je prendrai rendez-vous avec vous. Par mesure de prudence, je ne peux pas communiquer mon numéro de téléphone parce qu'on sait qu'il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui peuvent s'en servir pour faire d'autres choses. Voilà.
Merci d'avoir été des nôtres. franciseret.com, c'est la page aussi, voilà, web de cet homme qui est à ma gauche et à votre droite, devant votre écran. Voilà. On se retrouvera mercredi prochain avec un sujet encore assez intéressant. Voilà. Parce que beaucoup de femmes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'apprends une chose, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat par effet de mode. Mais c'est parce que c'est par effet de mode, mais on se lance parce qu'on a un besoin, on veut impacter aussi. C'est très important. Cathy, merci. Tonton Calvino, merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous demain, jeudi, avec le révérend Messina. On parlera encore de la femme, mais cette fois dans l'église, bien évidemment. Dieu vous bénisse. Ciao.